Je demande à Lucie Bordeaux et Bénédicte Marabé, donc, qui sont chargés d'études au sein du CREI Nouvelle-Aquitaine, de venir présenter l'étude qui a été réalisée sur cette question du répit en Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, on va vous restituer ces travaux qui ont été menés entre novembre 2022 et janvier 2024. Donc il y a une étude qui a été menée sur la question du répit des proches aidants des personnes en situation de handicap, puisque sur la partie personnes âgées, ce sera le gérontopole qui vous présentera les résultats de leurs travaux sur ce même sujet. Donc, au niveau du contexte, je vais passer assez vite parce que bon, on vous en a présenté quand même certains points à l'instant, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'actualités, hein, puisque effectivement, on est dans un virage domiciliaire, domiciliaire dans le champ personnes âgées et inclusif dans le champ des personnes en situation de handicap. Et donc, par rapport à ce virage-là, à ces virages-là qui sont en train d'être souhaités, c'est vrai que la question des proches aidants, la place des proches aidants pour accompagner ces virages-là est très importante et c'est devenu un enjeu majeur et une question centrale dans les politiques publiques. Donc, au moment où nous, on a démarré l'étude, on était encore sur une stratégie nationale qui était en 2020-2022. Donc, effectivement, on va vous présenter le bilan cet après-midi, en début d'après-midi, et puis les perspectives à venir. Et puis, il y avait une note de cadrage qui était également, qui est sortie à ce moment-là en juillet 2022. C'est une note, donc on devrait avoir là peut-être les recommandations qui arrivent en fin d'année ou début d'année, qui vont être des recommandations. En tout cas, nous, on les attend de manière impatiente parce qu'effectivement, elles vont permettre de mieux définir ce périmètre du répit. Parce que c'est vrai que quand on s'attaque sur ce type de sujet, on se rend bien compte que la définition du répit, même si elle est de plus en plus précisée, elle n'est pas si évidente que ça, notamment entre ce qu'on appelle le répit direct ou le répit indirect. Ce périmètre-là n'est pas toujours très clair. Donc en tout cas, cette recommandation à venir, elle est censée permettre une meilleure visibilité sur ces aspects-là. Et puis bien sûr sur des recommandations de mise en œuvre qui vont aider aussi les équipes et les acteurs de terrain à la mise en œuvre de cette offre-là auprès des personnes concernées. Donc l'IGAS également qui avait donc publié un rapport en décembre 2022 qui va vous être également présenté. Donc c'était déjà aussi un certain nombre d'axes d'amélioration évoqués. Et c'est dans ce contexte-là qu'effectivement l'ARS Nouvelle-Aquitaine nous a mandaté pour pouvoir réaliser une étude avec l'objectif de pouvoir réaliser un état des lieux donc, sur le territoire néo-aquitain de l'offre de répit sur les 12 départements de la région. On va revoir un petit peu le périmètre que nous, on a fixé en termes d'offre de répit pour pouvoir travailler sur ce sujet-là un peu plus tard. Et puis, c'était effectivement dans cette optique-là, c'était de pouvoir identifier les besoins et les limites que cette offre, de l'offre existante pour pouvoir essayer d'identifier des perspectives de développement pour mieux répondre aux besoins des différents acteurs. Donc, on a une définition des proches aidants qui a déjà été évoquée, qui s'appuie sur la loi 2015, notamment sur les proches aidants pour les personnes âgées. Par extension, elle concerne également les proches aidants des personnes en situation de handicap. Et puis, il y a un décret, effectivement, dans le Code d'action sociale, il y a effectivement une définition aussi qui a été établie pour les proches aidants des personnes en situation de handicap en lien avec la PCH. Au niveau du nombre d'aidants, il y a aussi des données qui vont vous être présentées cet après-midi, donc on n'est pas rentré dans le détail sur cette partie-là. Juste, on a pu faire une estimation, puisque la Nouvelle-Aquitaine était dans la moyenne au niveau de la répartition, du nombre de proches aidants en France. Et donc, on a pu faire une estimation de 820 000 adultes et 42 000 enfants de 5 à moins de 18 ans qui sont des aidants réguliers d'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc c'était pour un petit peu avoir une visibilité sur notre territoire du nombre de proches aidants qui étaient concernés. Donc on parlait tout à l'heure de la définition de l'offre de répit. Nous, on est parti sur ces 4 axes-là, qui sont l'accueil temporaire, le répit à domicile, l'accompagnement de loisirs et ou de vacances et le soutien de l'aidant. Il faut savoir que les 3 premiers sont définis dans la note de cadrage qui a été envoyée par la DGCS au niveau des ARS pour le déploiement de l'offre. Donc on est reparti de cette définition-là, avec l'accueil temporaire qui se définit comme un accueil non permanent pour une durée limitée sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement. Donc ça concerne l'accueil de jour, l'accueil de nuit, l'hébergement temporaire. On voit déjà là toute la difficulté d'avoir une définition assez claire du répit entre cette notion de direct et indirect, notamment avec l'offre de l'accueil de jour, où
on voit que c'est une offre qui peut être assez pérenne et pourtant il y a aussi de l'offre qui est temporaire en termes d'accueil de jour. Et ça, nous, on a travaillé sur les bases finesses et il n'y a pas forcément cette visibilité-là et cette distinction-là qui se fait. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir voilà, une définition affinée de cette offre-là. Au niveau du répit à domicile, donc remplacer à domicile de façon continue sur une durée déterminée l'aidant principal qui partage en général le domicile de la personne aidée. Donc on est sur de la garde en journée, on parle de suppléance de relayage, on parle aussi, un terme qui est un peu plus connu, c'est celui de baluchonnage, voilà, qui sont des offres encore un petit peu restreintes, en tout cas qui se heurtent beaucoup à des contraintes de droit du travail. Mais donc on a exploré également cet aspect-là. Et puis l'accompagnement de loisirs et de vacances, qui sont des axes importants sur les différents, que ce soit au niveau des différentes feuilles de route, ce sont des axes qui sont voilà, vraiment, il y a des points de vigilance importants pour essayer de développer cette offre-là, notamment en milieu ordinaire, en lien avec le milieu ordinaire. Et le soutien de l'aidant, qui là aussi est une forme de répit qu'on a souhaité regarder d'un peu plus près, avec notamment tout ce qui peut se décliner dans l'offre des associations de familles qui proposent un certain nombre d'accompagnements à ce niveau-là. Donc, au niveau méthodologique, on a essayé d'interroger un certain nombre d'acteurs le plus possible via des questionnaires pour avoir un échantillon assez représentatif. On a consulté les établissements et services médico-sociaux et les organismes gestionnaires sur cette question-là. Donc, on voit qu'il y a eu un nombre de répondants de 360 établissements et services enfants et adultes qui nous ont répondu. Ça fait un taux de retour à peu près de 30%, donc une structure sur 3 qui nous a fait un retour sur cette question de l'offre de répit. Et puis, bien sûr, on s'est dit qu'on ne pouvait pas questionner le répit sans demander directement aux personnes concernées, donc les proches aidants. Donc, on a pu envoyer un questionnaire via les associations de familles qu'on a mobilisées et puis les établissements et services qu'on avait sollicités. Et on a eu quand même 520 personnes qui nous ont répondu, ce qui est plutôt un bel échantillon. Ça veut dire qu'il y a une belle mobilisation avec les biais que ça peut comporter en fonction des relais qui ont pu être faits sur certains types de handicaps. Mais en tout cas, ça fait un bel échantillon pour travailler et pour regarder un petit peu quels sont les besoins de ces proches aidants. Et puis après, je vous le disais, on a analysé un certain nombre de bases existantes, comme les bases finesses, pour identifier et faire un état des lieux de l'offre actuelle. Donc, je vais vous présenter quelques premières données. L'idée, c'est qu'on va surtout aujourd'hui insister sur une restitution de ces besoins, justement, et de ce qui a été identifié par les proches aidants, et pas forcément sur les autres acteurs concernés. Mais vous pouvez retrouver le rapport complet. Vous avez une synthèse, normalement, qui vous a été distribuée également. En tout cas, vous pourrez explorer un certain nombre de données à travers le rapport complet qui vous est accessible sur notre site Internet. Donc, sur l'offre de l'accueil temporaire, donc on s'est là focalisé là-dessus plus que sur l'accueil de jour qu'on vous expliquait, qui est plus difficile à définir. En tout cas, on a en Nouvelle-Aquitaine 330 places d'accueil temporaire qui sont disponibles, enfin en tout cas qui sont existantes par les établissements médico-sociaux, donc dans le secteur adulte. Là, on vous présente les données pour le secteur adulte. Il faut voir que les 2/3 de cette offre sont proposés dans les établissements et services médico-sociaux qui sont médicalisés, donc masse femmes. Donc c'est là où on retrouve la majorité, enfin les 2/3 des places. Et vous voyez là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est de voir un petit peu comment se répartissent ces places en fonction des territoires. Et vous voyez qu'il n'y a pas une homogénéité, qu'on note des différences entre les territoires sur les taux d'équipement. Notamment, on voit que dans le 16, l'offre en accueil temporaire est davantage une offre médicalisée, alors qu'on va retrouver une offre d'accueil temporaire un peu plus disponible au niveau du 23, par exemple, en EANM. Donc, on voit qu'il y a des disparités à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de volume, donc je vous le disais sur ce rapport de 2/3, il y a à peu près 3% de l'offre qui concerne l'accueil temporaire dans les établissements médicalisés et un peu plus d'1% qui concerne l'offre d'accueil temporaire dans les établissements non médicalisés en termes de nombre de places. Au niveau du secteur enfant, vous voyez qu'il y a un tout petit encadré parce qu'effectivement, l'offre est peu existante en termes d'offre d'accueil temporaire. On a aujourd'hui sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine 87 places au total qui sont dans 6 départements, le 17, le 24, le 33, le 64, le 79 et le 87. Donc vous voyez que par déduction, il n'y a pas d'offre d'accueil temporaire pour les enfants
dans les autres départements. Donc ça, c'était un point important. Et c'est aussi tout le mouvement qu'il y a eu en 2022 et 2023 sur les appels à projets pour essayer de développer cette offre, notamment dans le secteur enfant, d'accueil temporaire, avec aussi en tête l'idée d'avoir des établissements qui sont ouverts 365 jours par an. Sachant qu'en plus, sur ces 87 places, la moitié, ce sont des places de séjour vacances adaptées. C'est notamment ce qu'on appelle les SADVA, donc qui sont gérés par APF France Handicap et qui proposent un accueil plutôt sur du handicap moteur. Donc, vous voyez que ça réduit d'autant plus la proposition d'offres pour le secteur enfant. Donc là, vous avez un joli tableau. L'idée, c'était de rendre ça un peu plus imagé. Donc c'est pour vous donner une répartition de cette offre, non pas en volume, mais pour quel type de public elle est proposée. Là aussi, vous allez voir que sur la partie de l'offre médicalisée, si vous avez compris le code couleur, qui est donc l'offre en violet et en orange, on va avoir une offre qui est à peu près bien répartie sur l'ensemble du territoire pour les publics polyhandicapés. On retrouve une réponse dans le secteur, dans les établissements médicalisés pour ce public-là. Par contre, vous voyez qu'il y a des trous sur certains territoires, sur certains départements, comme dans le 16, le 23, le 24, où là, on n'a pas d'offre d'accueil temporaire qui est proposée pour ces publics-là dans les établissements et services médicalisés. D'accord ? Sur les établissements non médicalisés, ça va concerner davantage les personnes en situation de handicap, de déficience intellectuelle ou tout type de handicap. Donc là, ça vous offre, ça permet de pouvoir identifier sur des territoires donnés là où il y a des trous dans la raquette. Donc, je vais laisser après la parole à ma collègue qui va vous présenter donc les résultats sur les besoins des proches aidants. C'est vrai que ce qui a été aussi un travail important dans le cadre de cette étude, même si il est loin d'être exhaustif, c'était de pouvoir repérer, parce qu'il y a un nombre de dispositifs dits innovants, en tout cas qu'on ne repère pas dans les dispositifs classiques et via nos bases de données, Finesse, etc. Là, je vous en ai cité quelques-uns, c'est pas qu'ils sont meilleurs, ou voilà, c'est juste pour illustrer. Là aussi, vous allez retrouver dans le rapport complet tous ces dispositifs qu'on a pu repérer. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous en portez aussi et que ça n'apparaît pas dans le rapport, à nous le communiquer. On a aussi l'ambition d'essayer de mettre à jour ces travaux-là pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se développe sur le territoire. Mais on voit qu'effectivement, sur les dispositifs innovants repérés, on a des dispositifs qui vont concerner les séjours vacances, les accueils de loisirs, qui sont des dispositifs encore un petit peu hybrides, qui sont en partie accompagnés par le médico-social, mais aussi par le milieu ordinaire. Et il y a une vraie volonté d'essayer de développer ce type de dispositif et de renforcer les liens et la coordination entre ces différents acteurs. Vous avez tout ce qui est les offres de relayage et de suppléance, où là aussi, avec la difficulté, j'évoquais tout à l'heure, d'avoir un cadre légal et d'avoir un cahier des charges un peu précis pour pouvoir accompagner le déploiement de ces solutions. Il y a des vraies attentes au niveau de l'accompagnement à domicile. Et puis, tous les dispositifs d'écoute et de soutien des aidants qui accompagnent au quotidien et qui permettent, là aussi, un point qui est très important, c'est l'information, l'orientation des proches aidants qui s'y perdent un petit peu dans, des fois, le parcours et dans la lisibilité vis-à-vis de l'offre disponible. Voilà, bonjour. Donc, Lucie vous a dit qu'on avait eu énormément de réponses de la part des aidants. 520, c'est quand même pas mal pour ce type d'enquête, ce qui montre vraiment les attentes importantes et la place dans la vie de ces personnes que tient cette responsabilité d'aidant. Et parmi ces aidants, qui sont à la fois des aidants de jeunes, d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, de personnes âgées. Alors on a eu essentiellement des parents de ces personnes qui nous ont répondu, mais aussi parfois des frères et sœurs, mais des frères et sœurs adultes. On n'a pas pu toucher par cette enquête des jeunes aidants. Voilà. Donc parmi ces personnes, il y en a quand même 20% de leurs proches qui n'ont aucune forme d'accompagnement, donc avec des personnes qui sont sous leur responsabilité en permanence. Excusez-moi. Près de la moitié de ces répondants n'ont pas trouvé de réponse. Voilà, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. 20% ont expérimenté une offre de répit
mais ils constatent qu'ils ont eu beaucoup de difficultés pour identifier cette offre, savoir comment il fallait y accéder, quelles étaient les démarches pour pouvoir être candidats et être retenus. Ils ont été confrontés à des délais importants pour pouvoir y accéder et parfois aussi, pour certaines offres, à des coûts difficiles à assumer. Et parmi ces répondants, il y en avait plus d'un tiers qui n'avaient pas besoin de cette offre dans l'immédiat, mais qui commençaient à y penser avec leur propre vieillissement. Et certains n'avaient pas du tout connaissance que ces offres existaient. Et c'est à travers cette enquête et ces questionnements qui se sont dit, tiens, il existe des trucs, enfin des offres pour que nous, on se repose. Et ça, on n'en avait jamais entendu parler. Alors, quels sont les besoins majeurs des personnes aidantes qui veulent une offre de répit? En premier lieu, ça, ce n'est pas une surprise, hein, mais c'est vraiment ça, le besoin de souffler, le besoin de se reposer. Voilà, donc avec des témoignages toujours très touchants. C'est vraiment très difficile, cela génère un véritable épuisement physique et psychique. Une nuit par semaine ou une nuit par quinzaine nous permettrait de dormir sans être en hypervigilance. On voit souvent que les aidants sont très modestes sur la demande qu'ils peuvent faire, hein, parce que vraiment ne pas dormir tout le temps, c'est voilà, on l'a tous expérimenté, ne serait-ce si on est parent de jeunes enfants. Bon, c'est quelque chose qui est sur la durée très très épuisant. Il y a aussi, en deuxième lieu, gérer le quotidien et puis s'occuper des autres frères et sœurs. Parce que c'est vrai que quand il y a un enfant en situation de handicap, toute l'attention se focalise sur eux et avec des dégâts parfois importants sur les autres frères et sœurs. Donc préserver l'équilibre familial, petite sœur très perturbée par la situation. On a tenu à remettre des témoignages, c'est verbatim, parce que ça rend quand même les choses concrètes. Et puis aussi prendre soin de soi et de son couple. Comme par exemple, voilà, retrouver des moments de couple que nous n'avons pas eu depuis plusieurs années, aller au restaurant une fois tous les 6 mois avec son conjoint, c'est quelque chose qui fait plaisir. Mais aussi parfois, il y en a qui utilisent cette offre de répit ou qui le voient dans une idée de parcours, en sachant que la personne adulte à domicile, elle n'y restera pas de façon pérenne et que ça peut être une façon de tester des réponses, de préparer la personne à un autre cadre de vie, à une collectivité dont elle n'a pas nécessairement l'habitude. Et puis aussi, des séjours adaptés, ça peut être un complément à une vie à domicile qui est toujours jugée pertinente, mais pour lequel les parents savent bien qu'ils ne peuvent pas faire tous les apports en termes de sociabilité et en termes d'activités diverses. Ce que nous ont dit les aidants, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils méconnaissaient complètement cette offre la plupart du temps, qui exceptionnellement, ils ont été informés par leur MDPH, mais assez peu. Les médecins de famille sont très peu informés du médico-social en général, donc encore plus de ces dispositifs spécifiques. Voilà, donc des personnes disent « je ne sais pas ce qui existe, je ne sais pas du tout ce qu'il faut demander », mais au moins, cette étude a pu les sensibiliser à l'existence de cette offre. L'accessibilité avec peu de place, des nécessités d'anticiper. Quelquefois, la diversité des modalités d'accueil proposées ne constitue pas une palette large. Donc, notamment le relayage à domicile qui est très peu proposé. Les besoins de relais pendant les périodes, ce qu'a évoqué Madame Lavaux-Rousseau, les périodes de fermeture des établissements qui sont calquées sur le rythme scolaire, y compris en fin de journée, avec pas de garderie périscolaire comme à l'école ordinaire. Et puis, il y a des demandes aussi autour de la qualité de l'accompagnement, la formation des professionnels qui vont assurer ces offres de répit, leur méconnaissance de certains types de handicap, surtout pour les offres hors médico-social classiques, voilà, où parfois il y a des méconnaissances ou des incompréhensions de certains types de handicap, comme le handicap psychique ou les TSA. Et puis, bien sûr, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, les coûts de transport, les coûts pour les prestations à domicile
et pour les séjours vacances qui font que quelquefois c'est inabordable. Alors quels sont les leviers qu'on a pu identifier dans le cadre de cette étude? D'une part, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des besoins qui sont plus marqués pour certains types de handicap. En premier lieu, les troubles du spectre de l'autisme, le handicap psychique, les troubles du comportement important, le polyhandicap, ou aussi à des temps de la vie de la personne. Donc c'est le moment du passage à l'âge adulte, surtout pour des jeunes adultes qui ont eu un accompagnement dans un établissement pour enfants et puis qui reviennent à domicile faute de solutions dans le secteur adulte. Le vieillissement, les personnes handicapées vieillissantes, et puis toutes les situations dites complexes qui peuvent relever, par exemple, de PAG, de plans d'accompagnement global. Donc, en termes de pratiques adaptées sur la qualité des interventions, bien évidemment, il y a une forte attente des familles à ce que la bientraitance soit au cœur des approches. La formation des professionnels aux spécificités du handicap, aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles, hein, qui ne sont pas toujours bien connues et parfois, bon, il y a des contraintes et ce n'est pas toujours facile de les appliquer, mais au moins, il faut qu'il y ait ça en tête, que l'expertise d'usage des proches aidants soit bien entendue et prise en compte. Hein. On a eu là aussi des témoignages sur, par exemple, je me souviens d'une maman dont l'enfant avait une lourde épilepsie, qui avait donné des conseils précis aux aidants au service de répit pour l'administration de ces médicaments. Et puis, bon, ça n'a pas été bien suivi avec des répercussions un peu lourdes pour la personne. Voilà. Et puis aussi que dans les projets d'établissement et de service, il y ait un axe qui soit bien formalisé sur le répit, pour pas que ça soit finalement l'offre de répit, c'est quelqu'un qui vient parmi les autres pendant quelque temps, voilà, qui est vraiment un projet de service bien dédié et bien spécifique. Et puis, il y a aussi une attention à avoir autour du repérage de l'épuisement des aidants. C'est vrai qu'on s'en rend compte une fois que les personnes sont vraiment au bout du bout, sont en état d'épuisement. Donc, il y a des outils qui existent pour être vigilants aux premiers signaux, surtout que les aidants, la plupart du temps, sont dans le déni et disent qu'ils peuvent aller plus loin, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, ce qui peut être possible, c'est de proposer vraiment, dans les CEPOM, généraliser un outil proche aux aidants, et puis également de valoriser la paire-aidance. Voilà, donc les autres leviers, donc la meilleure connaissance de l'offre. Voilà, on a vu que tant qu'il n'y a pas de connaissance de cette offre, elle ne pourra pas être mobilisée par les familles. Donc il y a les dispositifs d'appui à la concertation qui sont là et qui peuvent être en première ligne, ainsi que les communautés 360, pour écouter les premières questions et renvoyer vers les interlocuteurs les plus pertinents. Alors à titre d'exemple, on a regardé en 2022, sur 6 départements pour lesquels on avait des éléments, on a vu qu'il y a 250 demandes qui ont été enregistrées, donc 25% concernaient les aidants, donc c'est un quart, c'est déjà pas mal. Et puis, bon, c'est en train de se faire élargir le champ de compétences des plateformes de répit aux personnes aux situations de handicap, parce que jusqu'à maintenant, elles étaient plutôt dédiées aux personnes âgées. La solvabilité des familles, c'est important pour pouvoir accéder aux droits. Donc, il y a les droits PCH, où il ne faut pas qu'il y ait un non-recours, faute de connaissances, et il faut accompagner les familles pour la constitution de dossiers, voilà, pour pouvoir les... D'accord, pour pouvoir les... Pardon, excusez-moi. Pour pouvoir les... D'accord. Voilà. Et puis, voilà, une offre de proximité aussi sur les territoires, ça permet de limiter les coûts de transport. Voilà. Et elles peuvent être aussi, prévoir des transports mutualisés entre structures. Bon, les délais d'attente, on a vu que c'était une question quand même qui était récurrente. Donc, il faut peut-être qu'il y ait une priorisation des demandes avec l'évolution qui est en cours des systèmes d'information des MDPH, de via trajectoire aussi, voilà, pour qu'il y ait avec une meilleure concertation entre établissements. Voilà, pour terminer, donc, la diversité de l'offre, on a vu qu'il y avait des attentes sur tous les modes dont on a parlé jusqu'à maintenant,
le répit à domicile, hein, avec toutes les formes qu'a évoquées Lucie. Bon, je n'y reviens pas en détail. Voilà, c'est important que ça puisse se développer. Le répit en structure avec un maillage territorial. Si je reviens juste sur un mot sur le répit à domicile, ça serait bien que ça puisse aussi bénéficier à des personnes qui sont habituellement accueillies dans un établissement, généralement pour adultes handicapés, que les familles aimeraient bien voir retourner chez elles en week-end et tout ça, mais qui, sans soutien, ne peuvent pas assurer cet accueil en week-end. Donc il faut penser aussi à la suppléance à domicile pour ces situations-là. Bon, le répit temporaire en famille d'accueil, ça peut être aussi une réponse. On sait que c'est compliqué de recruter des familles d'accueil, mais ça peut être une réponse qui déboussole moins les personnes qui sont habituées à un cadre familial et pas un cadre collectif. Voilà. Alors, pour terminer, je vous montre juste dans l'étude complète, à la fin du document, vous avez des fiches départementales avec toute l'offre qui a été repérée. Donc, vous pouvez tout à fait nous faire remonter des choses qui n'auraient pas été prises en compte. Voilà, comme ça nous permettra de commenter. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. L'ensemble de l'étude est accessible sur notre site, donc vous pourrez vous y plonger avec délectation. Et donc le Gérontopole, à qui une commande à peu près équivalente avait été passée, va pouvoir nous restituer les éléments concernant le secteur des personnes âgées. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Et à nouveau, merci d'être venus si nombreux. C'est un plaisir pour le Gérontopole de co-organiser cette journée avec le CREAI. Donc, je m'appelle Raphaël Roguet, je suis responsable du pôle appui aux politiques publiques au sein du Gérontopole. Le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, on a un groupement d'intérêt public, État-région pour le dire simplement, donc ARS Nouvelle-Aquitaine et Conseil régional, mais aussi un ensemble de membres, donc plus de 220 membres de l'écosystème du vieillissement médico-social, bailleurs sociaux, entreprises, etc. On a réalisé ce travail donc commandé entre guillemets par l'ARS. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vous propose aujourd'hui de vous présenter les résultats d'un travail qui aura duré plus d'un an, consacré finalement donc au répit des aidants et à l'amélioration de l'offre de l'accueil temporaire plus particulièrement, mais on y reviendra. On a engagé donc ce travail global sous la forme un peu d'une recherche-action à travers des expérimentations sur des départements pilotes. L'objectif du projet, le triple objectif du projet, c'était d'avoir une meilleure connaissance de cette offre, de l'offre actuelle en matière d'accueil temporaire pour les personnes âgées, d'identifier les facteurs de réussite et à l'inverse, les freins qui bloquent le développement de cette offre et son efficacité, son efficience, et finalement, et peut-être surtout, de formuler un ensemble de préconisations pour essayer de soutenir et de développer le recours à cette offre. En termes d'étapes, donc le projet a suivi 3 phases. Une première phase d'état des lieux, de définition du sujet dans un premier temps, donc avec un cadrage législatif, une analyse documentaire, une synthèse aussi de l'offre de répit dans notre région pour les aidants et une veille sur les freins psychologiques. Une phase ensuite d'état des lieux, donc une identification des acteurs et sélection des pilotes. Contrairement au CREAI, on n'a pas réalisé ce travail sur les 12 départements, mais on a choisi 3 départements pilotes, un par ancienne région de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'était la Gironde, la Creuse et les Deux-Sèvres. Donc on a fait aussi un recueil de données, notamment Finesse, un état des lieux assez approfondi sur les départements pilotes qui avaient été choisis, des questionnaires qui ont été transmis à un ensemble d'acteurs, notamment les établissements et donc l'ensemble des établissements qui proposaient une offre d'accueil temporaire, des entretiens également réalisés pour comprendre un peu plus finement les réponses qu'on avait eues au questionnaire, et des groupes de travail qui ont été organisés dans les départements pilotes pour essayer de co-construire des solutions, approfondir cette phase d'état des lieux et aussi derrière essayer de co-construire des pistes de solutions pour nourrir les préconisations qu'on a pu faire dans le cadre de la 3e phase
où on doit donc rédiger le rapport et élaborer les préconisations. Aujourd'hui, ce travail se trouve valorisé donc, sous 2 formats. Un format que vous avez en présentiel, en version papier, c'est donc une étude repère qui ne parle pas vraiment des préconisations, mais plutôt un état des lieux, à la fois quantitatif et qualitatif du répit des aidants, un ensemble de freins et de leviers aussi qui ont été identifiés, et après le rapport complet, le guide de préconisation qui a été remis à l'ARS et qui sera diffusé prochainement aux établissements. Pour finir sur ces considérations, donc en termes de sources, donc des sources statistiques, notamment de l'INSEE et du FINES, des sources documentaires, rapports, études et notes de cadrage, les questionnaires dont j'en ai parlé, les groupes de travail également, et des publications scientifiques qui ont pu venir nourrir ce travail. À présent, quelques éléments, je vais passer rapidement, mais il est vrai que dès lors qu'on a une présentation relative au sujet des personnes âgées, c'est un petit peu le passage obligatoire. On a ce passage sur les chiffres qu'on nous donne, et souvent peut-être quand on est dans le secteur, on le lit même plus parce qu'on sait, voilà, il y a des chiffres, il y a beaucoup de personnes âgées, etc. Donc on passe ce passage-là et on va directement on entre directement dans le vif du sujet. Ça me semble quand même important de s'arrêter 2 minutes et vraiment d'essayer de comprendre ces chiffres. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est 30,5% de personnes qui ont plus de 60 ans. Sur 12 départements, ça veut dire que sur certains territoires, d'ici 10, 15 ans, on aura 1 personne sur 2 qui aura plus de 60 ans. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont assez importants. L'étude de l'adresse qui a été rappelée par le conseil départemental tout à l'heure, qui nous dit que 9,3 millions de personnes se déclarent aidants, donc c'est-à-dire des personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne. C'est donc 9,3 millions, c'est 8,8 millions d'adultes, donc c'est 1 adulte sur 6. Voilà, c'est juste pour se rendre compte, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble des personnes, par exemple, qui se sont inscrites à l'événement d'aujourd'hui, on est à peu près à 80-90 aidants. C'est 500 000 mineurs, donc 1 mineur sur 20, et c'est près d'1 personne sur 4 parmi les 55-64 ans. Donc on est vraiment sur un enjeu massif qui donc nécessite des réponses massives. Le répit maintenant, de quoi on parle? Donc, Lucie Bordeaux le disait tout à l'heure, c'est une notion assez difficile à définir puisqu'elle englobe pas mal de réalités assez différentes. Ici, j'ai pris le cadre national d'orientation du répit du 19 mars 2021, qui en distingue donc 3 formes. Le répit apporté par une prise en charge sociale ou médico-sociale hors du domicile, donc de la personne aidée au moyen de l'accueil temporaire, qui comprend l'hébergement temporaire, l'accueil de jour et l'accueil de nuit. Le répit au domicile ou en milieu ordinaire, donc la garde itinérante de nuit, le répit à domicile ou le relayage, qui, cela a été dit aussi, est inspiré donc du baluchonnage, l'expression québécoise, et le temps libéré proposé notamment par les plateformes de répit, et les activités de loisirs et de vacances qui ont pu être également présentées précédemment. Donc je tenais également à insister sur un élément qui avait été également présenté cette fois par Anne-Sophie Lavaux-Rousseau, c'est l'importance des PFR, donc, qui ont été créés par le plan Alzheimer 2008-2012 et qui ont une vocation à repérer et accompagner ces aidants, mais également le couple aidant-aidé. Aujourd'hui, on a un bon maillage de PFR sur notre territoire régional, 24, 2 par département. Et leur mission d'information, de formation pour aider les aidants dans la prise en charge d'une personne en perte d'autonomie, de soutien individuel, soutien psychologique, les solutions de répit également pour donner du temps. Bref, voilà. Il y en aura qui vont intervenir dans le cadre de la journée, donc je n'entre pas dans le détail, mais je tenais à rappeler l'importance, le rôle majeur que les PFR jouent aujourd'hui. À propos des différentes formes de répit qui nous occupent, et pour qu'on soit bien au clair avant que j'entre dans le vif du sujet, l'étude du Gérontopôle était plus ciblée, entre guillemets, que celle du CREAI, puisqu'on s'est intéressé véritablement à la première que vous voyez, à savoir le répit apporté par une prise en charge sociale ou médico-sociale, c'est-à-dire l'accueil temporaire. Donc on s'est focalisé sur l'hébergement temporaire, l'accueil de jour et l'accueil de nuit. Et aujourd'hui, comme je n'ai pas le temps de tout vous présenter, je vais me focaliser sur l'accueil de jour et l'hébergement temporaire. Je laisse l'accueil de nuit. Vous aurez évidemment tous les éléments dans la documentation à votre disposition. L'accueil de jour, donc, qui s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, qui vivent à domicile, personnes âgées qui vivent chez elles, qui donc peuvent être accueillies
une ou plusieurs journées par semaine, parfois même à la demi-journée. Il est proposé donc par des centres d'accueil de jour ou par des EHPAD qui développent ce service dans un espace dédié. Le nombre de places minimum pour les centres d'accueil de jour, pour les accueils de jour, adossés à un EHPAD, c'est 6 places, et pour les accueils de jour autonomes, c'est 10 places. Des activités variées sont mises en place pour les personnes accueillies, des activités de stimulation cognitive, de stimulation sensorielle, de bien-être, etc. Une équipe dédiée est présente donc de professionnels pour venir animer, encadrer cet accueil de jour. Et certains accueils, comme je vous le disais, peuvent être réalisés à la demi-journée. Il peut exister, j'attire votre attention sur cet élément, de façon itinérante, donc répondre aux besoins particuliers, notamment des zones qui sont moins densément peuplées, moins densément équipées. Donc il s'agit d'améliorer finalement la répartition de l'offre, de favoriser l'accessibilité en termes de mobilité, de transport, etc. à ces offres, en permettant aux professionnels d'aller à la rencontre des personnes bénéficiaires, donc souvent accueillies par des communes qui mettent à disposition une salle dédiée, une salle des fêtes ou autre local qui peut permettre d'en bénéficier. En Nouvelle-Aquitaine, on a 1772 places installées d'accueil de jour, donc réparties sur les 12 départements. Vous voyez sur la carte la répartition donc le nombre par département et leur répartition. On constate une répartition assez hétérogène. Si on prend 3 départements comme exemple, les Landes, les Deux-Sèvres et le Lot-et-Garonne, on voit qu'on a une couverture assez différente malgré un nombre de places au niveau départemental à chaque fois qui est plutôt similaire. Dans les Landes, on a des places dispersées au sein de nombreuses structures de petite taille qui couvrent principalement le sud, le centre et l'ouest du département. Dans les Deux-Sèvres, on a des structures de taille moyenne qui maillent globalement l'ensemble du territoire. Et enfin, dans le Lot-et-Garonne, on a des places beaucoup plus concentrées au sein de quelques structures de plus grande taille réparties sur la périphérie du département et aux environs d'Agen. Donc c'est 3 départements qui sont... que j'ai choisi parce qu'ils présentent des nombres de places assez identiques, mais des répartitions très différentes, donc je trouve ça intéressant. Et on constate une offre, logiquement, une offre plus faible de places sur quelques territoires ruraux, notamment sur certaines zones en Creuse, en Corrèze, en Dordogne et en Gironde. Au niveau de la deuxième modalité d'accueil temporaire, qui est l'hébergement temporaire, donc c'est un mode d'accueil organisé pour une durée limitée, s'adressant aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, etc. Le principe même de l'hébergement temporaire, c'est d'être souple. Donc on peut y avoir recours ponctuellement, quelques jours, par exemple si un proche part en week-end, régulièrement. Par exemple, si on souhaite y aller une semaine tous les 2 mois. Et l'hébergement temporaire peut se dérouler sur une plus longue période en continu, par exemple 3 mois d'affilée, ou sur des périodes plus courtes, 1 mois, par exemple, tout en janvier, en juillet, en novembre, dans une limite de 90 jours sur une période d'1 an. L'hébergement temporaire est d'abord conçu pour permettre aux personnes qui y font appel de pouvoir continuer à vivre chez elles, donc pour ce faire, de pouvoir ponctuellement avoir recours à cet hébergement lorsque le maintien à domicile est compromis. C'est vraiment ça l'objectif, c'est vraiment l'hébergement temporaire est supposé être temporaire, même si dans les faits, ce n'est pas toujours aussi simple. Il permet aux proches aidants de pouvoir s'absenter ponctuellement et donc de passer le relais pour des vacances, de l'hospitalisation, besoin de répit, etc. etc. J'attire votre attention sur les maisons d'accueil temporaires qui sont des structures de 17 places d'hébergement temporaire et de 10 places d'accueil de jour pour les personnes âgées, en priorité celles atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées et ou en perte d'autonomie et vivant à domicile. Elles ont la particularité de proposer un site unique, les différentes modalités d'accueil temporaire, accueil de jour et hébergement, sans être adossé à un EHPAD. J'attire également votre attention sur les dispositifs d'hébergement temporaire d'urgence qui consistent à proposer aux personnes âgées en perte d'autonomie, donc sortant des urgences ou d'une hospitalisation, ne relevant pas de soins médicaux, de bénéficier d'une place d'accueil temporaire pour une durée maximale de 30 jours, mais dans des conditions plus souples et qui permettent de répondre de façon plus urgente à un besoin d'accueil. En Nouvelle-Aquitaine, cet hébergement temporaire représente 1768 places installées réparties sur la région, donc un nombre de places assez similaire, comparable à celui de l'accueil de jour. Et comme pour l'accueil de jour, la structure de répartition des places est assez irrégulière. Certains départements
présentent une répartition assez homogène. D'autres, comme en Haute-Vienne, en Corrèze, en Creuse, en Vienne, présentent une concentration d'établissements plutôt dans les villes et des zones beaucoup moins couvertes. Et enfin, d'autres territoires sont caractérisés par une quasi-absence de places d'hébergement temporaire. Donc les situations de ce répit, de cet accueil temporaire, sont très différentes, vous l'aurez compris, pour les personnes, si l'on parle d'aidants de personnes âgées ou d'aidants de personnes en situation de handicap. Dans le cas de l'offre d'accueil temporaire pour personnes âgées, on constate que sur de nombreux territoires, certains opérateurs, certaines offres, peinent à toucher leur public, soit avec un taux d'occupation qui n'est pas aussi haut qu'on pourrait l'attendre, étant donné les chiffres qu'on a rappelés voilà, sur le nombre d'aidants, le nombre de personnes âgées, etc. Soit des places, donc soit un taux d'occupation qui n'est pas voilà, aussi élevé qu'on pourrait s'y attendre, soit des places qui restent encore des places qui ont été autorisées mais qui ne sont pas encore installées effectivement sur le territoire. Donc ça, c'était le cas plutôt au moment où l'ARS a demandé au gérontopôle de conduire ce travail-là. C'est moins le cas aujourd'hui. Il y avait aussi le contexte, on le rappelle, de la crise sanitaire qui a aussi largement impacté tous les dispositifs d'accueil temporaire, qui a un petit peu faussé, pipé les dés, entre guillemets. L'objectif du travail restait néanmoins d'identifier les freins et les leviers. Pourquoi aujourd'hui cette offre peut parfois avoir des difficultés à toucher son public et comment concrètement on peut améliorer le recours à cette offre qui est une offre de répit tout à fait fondamentale pour les aidants. Donc j'ai décidé de regrouper finalement les freins qui ont été identifiés en plusieurs grandes catégories que j'essaie de vous résumer ici. Des freins relatifs à la communication. Bon, déjà, pour bénéficier d'une offre d'accueil temporaire, en tant qu'aidant, il faut que je sache que ça existe. Ou en tant que professionnel, il faut que je puisse moi-même savoir que ça existe pour ensuite pouvoir faire le relais aux aidants de l'existence de ces dispositifs. On a constaté une méconnaissance générale de l'accueil temporaire par les aidants, mais aussi par beaucoup de professionnels. Un manque de communication aussi sur certains territoires à propos de l'offre de répit. Et un manque de relais, notamment de certains professionnels sanitaires, comme les médecins libéraux, les services de soins infirmiers à domicile, excusez-moi, les services hospitaliers, pour faire connaître cette offre d'accueil temporaire. Ok, je suis aidant, j'ai une connaissance de l'offre de répit. Encore faut-il que je l'accepte, c'est-à-dire que je me dise, ok, je vais avoir recours à cette offre. Quand je dis je, c'est nous, parce qu'il faut aussi que l'aidé l'accepte. Ça touche du coup derrière à la représentation des établissements qui vont proposer cette offre. Et lorsque l'on n'est pas dans des centres spécifiques, le plus souvent on est en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en EHPAD, et les EHPAD ont plutôt mauvaise presse. Donc ça crée un ensemble de freins psychologiques liés à une représentation négative de l'EHPAD. On ne souhaite pas que soit nous-mêmes allons en EHPAD, soit que notre aidé aille en EHPAD. On a une méfiance envers un accueil qui va être assimilé à de l'hébergement permanent également, parce que c'est compliqué aussi de se dire qu'on va utiliser de l'hébergement temporaire, mais en fait, les aidants vont pouvoir se dire, oui, mais en fait, est-ce que c'est pas, une fois qu'on a mis un pied dans l'EHPAD, est-ce que c'est pas un hébergement permanent qui va se mettre en place? Et on a des difficultés des familles aussi à laisser leurs proches, quel que soit le mode d'hébergement, sentiment de culpabilité, d'abandon, etc. Donc, un ensemble de représentations assez compliquées, de freins psychologiques assez compliqués à dépasser. Mais bon, je sais que ça existe, j'accepte psychologiquement la situation tant bien que mal. Je me dis, ok, on se dit donc le couple aidant-aidé se dit, ok, on y va. Encore faut-il que l'offre soit accessible sur le plan physique, c'est-à-dire que j'ai une offre suffisamment proche de chez moi, qu'en tant qu'aidant, elle s'insère dans mon quotidien, que je puisse, peut-être que je travaille, peut-être que j'ai d'autres choses à faire. Il faut que je puisse physiquement pouvoir organiser la mobilité, le transport de la personne aidée pour pouvoir se rendre au niveau de cette offre. Sinon, effectivement, je ne pourrais pas y avoir accès, quand bien même je sais que ça existe et que je n'ai pas de représentation bloquante à ce sujet. Donc nous, on a constaté des difficultés liées à la mobilité, à l'organisation du transport, mais également parfois à son coût. Et finalement,
je sais que ça existe, tant bien que mal, j'accepte d'y avoir recours, je suis capable j'ai une solution de transport adéquate, il reste encore après derrière la question des finances. Il faut que je puisse financer cet accueil de jour ou cet hébergement temporaire. Il faut aussi, globalement, que je sois à l'aise avec toutes les démarches administratives que cela peut me demander, que le reste à charge puisse être supporté. Il faut que j'ai connaissance aussi des aides financières qui existent. Et finalement, dernier point, il faut que l'ensemble de l'organisation, qu'on a appelée organisation RH, soit propice à ce que je puisse y faire appel, à savoir il faut que les plannings et horaires d'ouverture me conviennent, il faut que qu'il n'y ait pas une limitation de la capacité autorisée, qu'il y ait bon personnel qui ait été recruté pour que l'offre puisse être pérenne et pouvoir être mobilisée quand j'en ai besoin, et pas d'aléas dans ma vie personnelle qui puisse me gêner pour avoir accès à cette offre. Donc un ensemble de freins qu'on a essayé de résumer ici, qui sont plus détaillés dans le rapport. Et face à ces freins, certains leviers aussi qui peuvent être activés pour les résoudre. Faciliter l'organisation et la prise en charge du transport, c'est un élément très important, donc soit par l'internalisation, soit par l'externalisation. Alors, je n'ai pas fait de slide, de diapositive sur le sujet, mais dans le rapport, on a également, comme le CREAI a pu le faire, identifié un certain nombre j'aime pas ce terme, mais de bonnes pratiques, c'est-à-dire d'initiatives qui sont intéressantes et qui ont un bon potentiel de réplicabilité, qui sont des bonnes idées qui peuvent assez facilement être mises en œuvre sur d'autres territoires. Certaines moins, mais globalement oui. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Donc par exemple sur l'internalisation du transport, il y a des initiatives intéressantes. L'amélioration de la lisibilité de l'offre d'accueil temporaire auprès du grand public et auprès des professionnels qui n'ont pas toujours connaissance des places disponibles, et développer une offre en accueil temporaire, donc accueil de jour, hébergement temporaire, accueil de nuit, qui soit plus souple et mieux adapté aux besoins des proches aidants et aux différents publics par un accueil finalement à la carte avec des activités adaptées aux envies des personnes accueillies. Donc, quelques leviers qui sont finalement beaucoup plus détaillés. Excusez-moi, il me reste encore 5 minutes. Ça marche, je ne prendrai pas plus de 5 minutes. Ce qui nous amène finalement donc à quelques préconisations. Toujours pareil, il y en a plus dans le rapport que ce que je vais présenter, mais il a bien fallu faire des choix. Donc les préconisations qui sont regroupées finalement en grandes recommandations déclinées en plus petites préconisations. Première recommandation, identifier, et on pourra discuter de tout ça évidemment ensemble, notamment s'il y a des recommandations ou des préconisations que vous ne voyez pas et qui ne seraient pas par ailleurs dans le rapport, on pourra aussi échanger là-dessus, je suis preneur de vos retours. Mieux repérer, orienter, soutenir les proches aidants pour lever ces freins psychologiques dont on a parlé, les freins psychologiques au recours au répit finalement. Donc ça peut passer par consolider et renforcer le rôle des plateformes d'accompagnement et de répit en les identifiant comme acteurs clés du recours au répit. Mais ça, c'est des choses qui ont été justement prises en compte, qui ont été, qu'Anne-Sophie Lavaux-Rousseau vous a présenté comme étant prioritaires dans le cadre de la révision du projet régional de santé. Augmenter aussi les moyens financiers et les ressources humaines de CPFR pour qu'elles accompagnent tous les aidants, animer des communautés de pratique entre CPFR sur les territoires et partager les bonnes pratiques, inclure les usagers dans les réflexions. Également développer une communication qui soit claire, qui soit visible, qui soit ciblée auprès du grand public, mais également auprès des professionnels. Auprès du grand public, c'est aussi, parfois tout est histoire de présentation des choses, peut-être plutôt parler de relais que de répit, c'est des petits détails, sensibiliser le grand public à la question des aidants afin de les rendre plus visibles et qu'ils se reconnaissent. On sait que c'est un enjeu majeur, que les aidants pour personnes âgées ont tendance à parfois ne pas se reconnaître comme tels, ou du moins se reconnaître comme tels quand il est déjà un petit peu trop tard. Et à destination des professionnels, c'est créer aussi des instances qui permettent à tous les professionnels d'échanger, de se retrouver, de créer des liens afin de favoriser justement, du moins dans cet objectif commun de maintien à domicile. Recommandation 2, consolider l'offre d'accueil temporaire sur les territoires. Donc la mise en place par exemple d'un minimum de 6 places également pour l'hébergement temporaire afin de construire un projet de service qui soit spécifique
dans les établissements, en prenant exemple sur ce qui se fait dans le cadre notamment de l'accueil de jour. Également une possibilité d'encourager la mutualisation des places d'accueil de jour entre les établissements situés à proximité. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui mérite une attention particulière et un développement sur les territoires. Hein, quand on a des établissements assez proches l'un de l'autre qui ont une offre de répit d'accueil temporaire, comment on mutualise, comment les moyens sont mutualisés, comment les jours sont divisés pour permettre finalement de faciliter le travail de tout le monde et d'avoir une offre qui fait beaucoup plus le plein, entre guillemets, que deux offres côte à côte et qui ne dialogueraient pas, et favoriser la création d'accueils de jour sous forme itinérante, on en a parlé tout à l'heure, ou autonome, pour répondre à des besoins de zones non couverts. Là aussi, on a de belles expérimentations et de belles... pas que expérimentations d'ailleurs, de beaux exemples très concrets d'accueil de jour itinérant dans notre région. Et ça demande un maillage territorial, une collaboration entre différents acteurs qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, mais quand c'est mis en œuvre, c'est vraiment une solution qui peut répondre de façon très efficace aux besoins des aidants qui ont besoin de répit. Et finalement, troisième recommandation, alors pas finalement, il en a 4. Troisième recommandation, développer et diversifier les solutions de répit pour qu'elles soient adaptées à la pluralité des attentes, des besoins, des situations et qu'elles soient de qualité. Donc ça peut être aussi redéfinir l'hébergement temporaire en déployant plusieurs modalités d'accès pour répondre à des besoins qui sont diversifiés. Donc soit le répit d'urgence, soit le répit de l'aidant, soit des réponses d'urgence, soit des préparations à l'entrée en hébergement permanent. Parce qu'on a dit qu'il y avait certains hébergements temporaires qui, en fait, devenaient des hébergements permanents. Mais même si l'objectif premier de l'hébergement temporaire, ça reste le maintien à domicile, ça peut être aussi la continuité de l'hébergement temporaire. C'est-à-dire que l'hébergement temporaire peut aussi servir à l'aider et à l'aidant de se rendre compte de ce qu'est la vie en établissement, de casser aussi certaines représentations négatives sur la vie en établissement, et donc derrière devenir un hébergement permanent. L'essentiel étant le bien-être de l'aider et de l'aidant, la vie dans les meilleures conditions possibles. L'objectif principal reste le retour à domicile, mais si le bien-être de l'aidant et de l'aider, c'est l'hébergement permanent, l'hébergement temporaire peut aider aussi à aller vers ça. Donc voilà, avoir une offre comme ça qui soit vraiment clarifiée sur les différents objectifs. Est-ce qu'on est sur du répit? Est-ce qu'on est sur une réponse d'urgence? Est-ce qu'on est sur une préparation à l'entrée en hébergement permanent? Est-ce qu'on est sur du bilan de santé, etc. etc. Sécuriser et pérenniser les dispositifs de répit innovants pour répondre aux besoins non couverts en s'assurant de leur déploiement en proximité sur les territoires. Et finalement, développer l'accueil de nuit en EHPAD. J'ai du coup pas parlé de l'accueil de nuit, mais donc il y a vraiment très peu de place encore à l'heure actuelle. Donc un accueil qui soit régulier et occasionnel, dans des situations où la personne âgée a besoin d'aide, de réassurance ou de surveillance la nuit. Et donc finalement, cette fois, la 4e recommandation relative à l'amélioration du recours à l'offre. Donc la première préconisation qui peut paraître assez évidente, mais qu'il faut constamment rappeler, développer les moyens financiers. On disait en introduction, on rappelait les chiffres et à quel point le phénomène de l'aidance était massif aujourd'hui dans notre pays. Face à un phénomène massif, il faut aussi des moyens financiers qui soient massifs pour limiter notamment le reste à charge, pour continuer de développer l'offre, pour faire en sorte d'améliorer le recours à cette offre. Et une dernière préconisation, adapter les modalités de transport en fonction des besoins, donc faciliter le transport vers les accueils de jour, l'hébergement temporaire, expérimenter plusieurs modèles concernant le transport. Donc, plutôt priorité du transport, c'est plutôt l'accueil de jour, mais donc l'internalisation, l'externalisation, des modèles mixtes, etc. J'en ai terminé. Je vous invite vraiment à aller déjà à consulter l'étude repère qui est disponible pour les personnes en présentiel, à aller la consulter sur le site internet du Gérontopôle pour les personnes qui sont à distance. Le rapport, le guide de préconisation complet devrait être diffusé prochainement. Je profite de la conclusion, je ne sais pas si... Oui, pour remercier Mélodie Delépine, que certains et certaines d'entre vous connaissent, puisque c'est elle qui a largement contribué à ce travail. Donc, elle a conduit toute cette enquête en partenariat avec l'ARS, avec beaucoup d'expertise et de professionnalisme. Je tiens à la remercier. Elle est retournée dans son pays angevin natal pour une nouvelle aventure professionnelle. Donc, merci à toutes et à tous, et merci à Mélodie.
J'ai une première question dans la salle. Merci du coup. Bonjour, donc Laure Gulot, psychologue et coordinatrice dans un centre ressources. Donc il y a un dispositif pour les personnes de plus de 60 ans à domicile qui est implanté dans un EHPAD à Bordeaux et qui intervient également en accueil de jour. J'ai une question par rapport à la dernière intervention. D'abord, merci, c'était très clair et très intéressant. Une question et une remarque. Enfin, en tout cas, est-ce que je vois que dans l'établissement où je travaille, il y a une vraie volonté d'adapter l'accueil, de faire de l'accueil séquentiel, temporaire, éventuellement même d'urgence. Pour autant, les établissements n'ont pas de poste, la plupart, pas tous les EHPAD, mais n'ont pas de poste d'assistante sociale, n'ont pas de poste vraiment dédié finalement pour accompagner ces parcours qui sont à la fois administratifs, mais qui sont aussi du temps, d'accueil, de visite, de préparation en amont du domicile, ou même parfois des sorties d'hospitalisation, récupérer des informations, qu'elles soient médicales, administratives et autres, et puis accompagner les gens dans ce projet. Bien sûr, on a plein de partenaires avec lesquels on peut travailler, avec lesquels on peut faciliter ce parcours, mais malgré tout, j'ai l'impression d'entendre dans beaucoup d'établissements, y compris dans celui où je travaille, des difficultés liées justement au temps que représentent ces accueils séquentiels. Et donc, du coup, est-ce que dans les préconisations, est-ce que dans ce que vous avez pu faire remonter, ou est-ce que ce que vous avez pu constater dans le rapport en entier que je n'ai pas vu, mais est-ce que vous mentionnez aussi ce besoin de support logistique dans les établissements? Et je parle aussi pour l'accueil de nuit dont vous parliez, parce que c'est vrai que tout ça demande aussi beaucoup de temps d'accompagnement que les établissements aujourd'hui n'ont pas du tout. Enfin, voilà. Oui, merci pour la question. On a un ensemble de recommandations sur ces aspects-là, mais que ce soit également du côté des aidants, c'est-à-dire en fait de simplification. Simplifier, quand on dit simplifier les démarches administratives, simplifier les procédures, etc., c'est aussi derrière simplifier, bon, pas toujours, hein, mais ça peut être aussi derrière simplifier le travail des professionnels. On a un ensemble de recommandations sur l'importance du maillage territorial et de la collaboration entre les différents acteurs, entre les DAC, les PFR, donc entre les dispositifs d'appui à la coordination, les plateformes d'accompagnement et de répit, les établissements, parce que ce n'est pas forcément aux établissements de prendre en charge tout ce volet-là. Donc oui, il y a des éléments. Après, malgré tout, ça reste des offres complexes qui devront nécessairement appeler de la complexité pour leur mise en œuvre. Donc j'entends, hein, je suis d'accord, c'est des choses qu'on a, votre situation, c'est des situations qu'on a pu repérer également ailleurs. Donc merci du coup de l'avoir partagé. Et voilà, j'espère avoir répondu. Là-haut. Bonjour, Fabienne Noé, directrice de la maison d'accueil temporaire Le Berceau à Saint-Vincent-de-Paul et de l'EHPAD Le Berceau à Saint-Vincent-de-Paul, association ADGESA. Donc nous, on a ouvert une maison d'accueil temporaire en 2021. Donc il y en a 2 dans les Landes, il y en a très peu en Aquitaine. D'ailleurs, c'est assez difficile d'avoir des informations sur comment sont organisées les autres maisons d'accueil temporaire. Dans cette maison d'accueil temporaire, nous avons aussi 2 hébergements temporaires d'urgence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un taux d'occupation sur l'hébergement temporaire qui est presque à 80%. Et sur l'accueil de jour, 70%. Et HTU, on a dépassé les 100%. Les besoins sont colossaux. Et je rejoins donc ma collègue de l'ADGESA, qui est psychologue, qui est là, sur le travail que ça demande, administratif, les visites à domicile, pour aller aussi au cœur de la vie des aidants. Nous, notre projet d'accompagnement, c'est surtout faire que la personne, quand elle revienne chez elle, elle soit le moins perturbée chez elle par rapport à des habitudes de vie. Donc les maisons d'accueil temporaire, c'est un maillage qui est hyper important et qui est un travail de partenariat avec les DAC PTA qui est colossal, puisque l'HTU ne passe que par le DAC PTA. Et le travail de suivi, de facturation, cette complexité, elle est colossale pour les aidants qui sont totalement perdus. Et ensuite, en termes de moyens, une MAT, c'est géré un peu comme un hôtel. Il peut y avoir 3 entrées par jour, 4 sorties dans la même journée, plus l'hébergement temporaire d'urgence. Donc ça demande une agilité des équipes très importante, qui est assez peu reconnue en termes de structuration des
de ressources humaines. Je sais que l'ARS fait des démarches aujourd'hui au niveau national pour valoriser cet accueil qui est indispensable. Nous, on a une plateforme de réservation qu'on a créée sur Internet, mais ce n'est pas assez connu. Le problème, c'est que si on était plus connu, il faudrait pousser les murs. Aujourd'hui, sur le Dax, on pourrait créer une deuxième maison d'accueil temporaire. Elle serait pleine, on va dire, dans la semaine, tellement il y a de besoins, parce que le virage domiciliaire et le Covid ont créé des brèches dans le domicile. Et aujourd'hui, on voit à quel point les situations familiales sont extrêmement complexes. Et l'image que vous avez évoquée sur les EHPAD, je pense que nous, on a réussi quand même à la casser. Mais ça demande une énergie colossale, et c'est grâce à une implication des équipes sur cette agilité et sur cette capacité dans la journée à claquer des doigts et à mettre à disposition une chambre qui est extrêmement un service fondamental pour les populations, notamment dans les milieux ruraux, comme nous avons à Saint-Vincent-de-Paul. Donc c'est vrai que c'est une offre qui est assez peu connue et qui demande à être mobilisée, mais qui demande un travail sur le projet d'établissement dont vous parliez, très très important. Merci. Enfin, juste pour ce qu'on entend des présentations qui ont été faites jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, les aidants, c'est aussi un appoint extraordinaire à la mise en œuvre des politiques publiques qui favorisent notamment le domicile ou l'inclusion, mais que ça ne doit pas se faire par des économies de bout de chandelle, en quelque sorte, et que les moyens doivent être mis en rapport de ce que les aidants apportent aussi. Et si on veut que les aidants continuent à aider, ben, il faut pouvoir mettre les moyens nécessaires, tant dans les établissements qu'auprès direct des personnes. On l'a vu avec l'accès financier, notamment aux prestations. Peut-être quelques mots en réponse là, à l'intervention sur la maison d'accueil temporaire. Peut-être dire quand même que c'est un modèle qui était très atypique, en fait, qui était issu en ex-Aquitaine d'une expérimentation et d'une volonté de développer des unités de petite taille avec un projet de service spécifique que sur le répit, orienté sur le domicile. Donc effectivement, il y en a dans les Landes et en Gironde, avec des difficultés parfois aussi de fonctionnement de ce type de dispositif de toute petite taille. Donc on a un enjeu qui est évidemment d'accompagner celles qui fonctionnent bien et d'accompagner aussi celles qui fonctionnent moins bien pour, là encore, voir quels sont les freins et quel est le modèle économique, puisqu'on est aussi sur ce sujet-là, bien évidemment. Quelle est la taille critique qui est nécessaire, comment ces unités de petite capacité peuvent s'implanter, avoir une viabilité aussi pour leur équilibre économique et répondre évidemment aux besoins des territoires. Donc c'est pas inscrit dans notre PRS de développer les maisons d'accueil temporaire à venir. Pour autant, la réflexion qui est vraiment au cœur, c'est comment avec les places nouvelles que l'on va avoir, d'accueil de jour, d'hébergement temporaire, on doit penser plutôt en sites regroupés de ce type de place. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément une place à droite, une place à gauche dans tel ou tel établissement, mais bien comment on doit penser l'organisation d'une offre de services spécifiques qui regroupe de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, en lien avec une plateforme de répit, au sein de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement, en lien avec les DAC, PTA évidemment aussi. Donc vraiment, comment cette offre-là, quand elle se structure, quand elle est créée en complément de l'offre existante sur un établissement, je pense aux EHPAD en particulier, comment elle propose une offre de services spécifique, différente, et qui ne renvoie pas, comme on l'a dit aussi, à un accueil en EHPAD qui n'est pas forcément ce qui est attendu dans le cadre du recours à cette offre de répit. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, les maisons d'accueil temporaire, elles ont été intéressantes, elles nous ont permis justement de voir ce que ça donnait selon les territoires. Il faut qu'on réponde au même objectif, d'avoir cette offre spécifique, mais peut-être pas forcément dans le modèle tel qu'il a été jusque-là, et encore c'était qu'en ex-Aquitaine, qu'il avait été expérimenté. En tout cas, on souhaite vraiment accompagner les maisons d'accueil temporaire qui existent et développer de nouvelles formes de répit avec des lieux spécifiques,
qui propose un panel, en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme de services avec des réponses multiples qui s'adaptent aux besoins des aidants en fonction des territoires et en fonction de l'offre qui existe déjà. J'avais presque oublié ma question. Gilles Ricordel, je suis le représentant régional Nouvelle-Aquitaine de APF France Handicap et vice-président de France Asso Santé. Vous avez évoqué pas mal d'expérimentations en cours. À quel horizon ces expérimentations vont arriver à leur terme? Et à quel horizon on peut imaginer les voir mises en œuvre? Je parle hors financement et décisions politiques. Si on laissait, si on gagnait tous au loto, à quel objectif on peut voir toutes ces expérimentations mises en œuvre? Je ne suis pas sûr de voir de quelle expérimentation. Je pense que c'est sur le champ handicap. Ouais. Alors, on les a appelées expérimentations. Alors, c'est plus des réponses innovantes que des expérimentations, parce que, bon, certainement, bien sûr, on n'a pas pu rentrer dans leur fonctionnement et savoir si, au bout de 2-3 ans, elles font l'objet d'une évaluation pour voir si elles continuent ou pas. Mais il y a beaucoup d'imagination et d'initiatives locales qui sont déployées sur des petits périmètres pour des publics ciblés, voilà, qui sont développés. Alors, expérimentation, oui, effectivement, c'est peut-être pas le bon mot. Ce sont des initiatives innovantes qui sont hors cadre structure médico-sociale classique. Voilà. Après, voilà, qui certaines ont le soutien de fondations, de mécènes divers, voilà, qui fonctionnent avec des subventions diverses. Voilà. Après, bon, vous verrez dans le rapport d'études, on en a repéré sur les 12 départements en assez grand nombre. Voilà, on n'a pas de la visibilité sur l'avenir de toutes et si elles vont devenir pérennes ou pas. Voilà. Une des clés, mais Madame Lavaux-Rousseau va continuer, mais une des clés, c'est déjà les 500 000 €. J'imagine que l'ARS a déjà provisionné sur du FIR pour pouvoir accompagner ce type d'expérimentation, appelons-les comme ça aujourd'hui. Mais demain, sans doute que la clé sera d'inscrire ces éléments-là, pourquoi pas dans les CEPOM, de manière à pouvoir garantir sur des expérimentations qui n'en seront plus, parce qu'elles auront démontré leur utilité sur les territoires, et pouvoir les inscrire dans la pérennité de fonctionnement de ces établissements, y compris au niveau, dans le cadre d'actions regroupées autour d'établissements sur ce type de solutions différentes. Alors, CEPOM, oui, quand il s'agit d'établissements médico-sociaux, mais je pense que votre intervention vise plutôt les solutions qui sont portées par des associations. Et donc, effectivement, nous, notre levier financier pour pouvoir accompagner ce type d'initiative territoriale, c'est effectivement le fonds d'intervention régional. Alors, les 500 000 €, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'était bien tant sur le champ du handicap que du vieillissement. On avait eu plus de projets financés sur le champ du handicap cette année, d'ailleurs. Encore plus important cette année que l'année d'avant. C'était une volonté qu'on avait d'ouvrir un peu les portes des associations du handicap et les financements possibles dans ce cadre-là. Donc en fait, notre objectif aujourd'hui, il est surtout de pousser toutes les actions territoriales qui paraissent pertinentes, qui ne sont pas forcément duplicables d'un territoire à un autre parce que les réponses sont différentes, les partenaires sont différents. Les cofinancements aussi que l'on peut trouver dans ce cadre sont différents, mais on a des très beaux projets avec des cofinancements, avec les CAF, avec des fondations aussi des fois, avec les conseils départementaux aussi qui financent sur certains départements. Donc ce sont des choses qui vont être difficilement modélisables et duplicables. En tout cas, l'idée pour nous, et c'était l'objet aussi de cet état des lieux, c'est de les faire connaître pour qu'elles puissent être inspirantes sur d'autres territoires s'il paraissait important que ce type d'offre puisse se développer. Donc ce sont des choses qui sont très diverses en fait, qui se construisent vraiment avec les associations qui sont présentes dans les territoires, souvent à l'initiative des familles aussi, par rapport à l'identification de besoins spécifiques. Et voilà, donc nous, on a un enjeu évidemment de suivre l'activité de ces dispositifs, même si c'est le FIR, ça veut dire très clairement le nombre de personnes accompagnées. Voilà, on doit avoir, dans le cadre de la mobilisation des financements publics, un certain nombre d'indicateurs d'activité.
Et la poursuite de l'engagement de l'ARS sur ce champ-là, il dépendra de l'activité effective. Est-ce que le dispositif répond ou pas à un vrai besoin? S'il répond à un vrai besoin, oui, nous continuerons à financer ce type de dispositif, en espérant qu'au niveau national, on aura aussi... là, c'est une politique régionale. Donc, en espérant aussi que les enjeux sur les aidants pourront aussi venir abonder le FIR sur ces sujets-là, d'un point de vue national. Mais en tout cas, voilà, notre état d'esprit au niveau de l'ARS, c'est vraiment celui-là. Pour l'instant, c'est ouvrir et faire émerger les initiatives qui existent. Les communautés 360 sur le champ du handicap sont quand même le lieu fait pour penser le besoin et pour pouvoir pousser à l'organisation de réponses au niveau des territoires. Donc, on a un ensemble de partenaires là, qui sont mobilisés pour travailler à des réponses nouvelles. Et c'est vraiment en termes de solutions nouvelles, effectivement, qu'on réfléchit. Je voulais savoir si vous auriez la même méthode de fonctionnement, d'analyse avec des entreprises privées. C'est-à-dire que là, vous dites que les associations proposent des expérimentations, que vous les étudiez, mais il y a des entreprises privées qui proposent des expérimentations aussi. Est-ce que vous les soutiendrez et vous les suivrez? Le champ du handicap, nous ne sommes pas sur le financement d'entreprises privées à but lucratif, puisque... Oui, mais on est sur plutôt le soutien à des établissements et services à but non lucratif, en l'occurrence. Alors, il y a la structuration du secteur du grand âge qui est un petit peu différente que sur le champ du handicap au niveau des établissements. Mais pour autant, effectivement, nous sommes sur un ciblage des financements pour des associations, effectivement, à but non lucratif. Une question de nos amis extérieurs qui nous regardent à distance. Oui, alors effectivement, il y avait pour toi, Raphaël, la question de la fracture numérique comme frein, de savoir si ça avait été exploré dans le cadre de ton étude. Voilà, qui, en tout cas, pour cette personne qui posait la question, de dire que ça peut être aussi un frein important. Et une autre remarque sur un levier qui sont les résidences autonomie, qui peuvent être aussi un levier voilà, dans ce parcours. Et puis après, il y avait une question complémentaire sur la pérennité des dispositifs, mais bon, je pense que vous avez commencé à bien y répondre, notamment sur les dispositifs dits de baluchonnage, qui en plus sont contraints par la réglementation. Mais voilà, il y a aussi des vraies attentes sur la pérennité de ces dispositifs qui répondent à un vrai besoin et qui sont là, CDARS, à travailler. Donc, voilà. Alors sur la fracture numérique, assez peu, un petit peu quand même sur l'ensemble des préconisations relatives notamment à la communication, où on a insisté sur le fait que c'est important d'avoir au-delà du fond, mais sur la forme, d'avoir une communication qui multiplie les formats et qui ne soit pas uniquement fondée sur le numérique pour qu'elle puisse cibler à la fois les personnes qui sont à l'aise avec le numérique et celles qui ne le sont pas, mais sinon globalement, c'était plutôt sur les aspects de communication que ça a été étudié. Après, sur la partie résidence autonomie, je suis d'accord, il y a même tout un ensemble de solutions dans les parcours résidentiels entre le logement ordinaire et l'établissement. Résidence autonomie, résidence service, habitat inclusif, habitat intermédiaire, globalement, donc béguinage, etc. Donc c'est un ensemble de solutions qui sont effectivement intéressantes, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes... Voilà, c'est les solutions. C'est une troisième voie dans les parcours résidentiels, mais c'est pas tout à fait en mesure de répondre à la massification du vieillissement de la population encore aujourd'hui. Et en plus, c'est pas tout à fait des solutions vraiment qui ont le même but ou les mêmes objectifs finaux que peuvent être les solutions de répit. Très bien. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes.